Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes à 6-7 mois des législatives de 2019. Le BMP et les différents blocs du pouvoir, c'est ceux dont les Béninois entendent parler le plus ces temps. De l'opposition, presque rien. Sinon, les impuissances au Parlement face au BMP. L'un des partis politiques qui forment cette opposition aujourd'hui au Bénin, c'est l'USL, l'Union sociale libérale. Nous recevons ce matin son secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques, Géraldo Gomez. Avec lui, nous parlerons des implications pour l'opposition du nouveau code électoral des législatives à venir, l'USL. Bonjour Géraldo Gomez. Bonjour Virgile Lamoisset. Comment se porte l'USL? L'USL se porte bien et continuera, on l'espère, de se bien porter avec l'appui des militants. L'USL se porte bien, c'est-à-dire concrètement? L'USL se porte bien parce que ça fait 5 mois, voire 6 mois, si on remonte à mars 2018, que nous avons fait notre congrès constitutif. Mais avant cela fait 2 ans, depuis 2016, depuis juillet 2016, que nous avons entrepris de constituer la base militante de notre parti avant de l'instituer, avant de le créer officiellement. Donc c'est un parti qui a été créé avec près de plus de 300 000 militants. C'est un travail de fourmi qui a été fait dans l'ombre. Cela pourra expliquer aussi l'un des aspects que vous avez évoqué tout à l'heure. On entend beaucoup parler d'une partie de la scène politique, surtout dans les médias. Mais pendant ce temps, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train d'agir, autant que d'autres formations de l'opposition. Justement parce que beaucoup disent que l'USL est né, d'accord, mais on ne voit rien. L'USL est né, l'USL a continué à travailler selon sa méthodologie, c'est-à-dire d'être au plus près, à la base, dans chaque quartier, dans chaque village. Nous avons créé des cellules de nos militants dans chaque quartier et village du Bénin. Et nous en avons au minimum 4 par quartier. C'est un travail qui nécessite beaucoup de méthodologie, beaucoup de présence sur le terrain. C'est vrai qu'on aurait aimé être beaucoup plus présent dans les médias, mais il n'y a que quelques médias qui nous acceptent encore. Nous marquons notre présence à ces niveaux, mais nous utilisons le clair de notre temps à être auprès de la base, à être dans nos quartiers, dans nos villages, avec les responsables de l'USL. Et tous ceux qui veulent adhérer à l'USL savent, ou alors j'apporte l'information pour ceux qui ne l'ont pas encore, il suffira d'identifier quelqu'un qui est responsable d'une de nos cellules dans le quartier et l'adhésion se fait à ce niveau-là. En fait, l'USL prépare les législatives de 2019. L'USL s'étant constitué un parti politique, anime la vie politique et donc a comme objectif de conquérir le pouvoir. Oui, ça passe par les législatives et ça passera par toutes les autres élections. Un parti politique, c'est opiner sur l'actualité nationale, opiner sur l'actualité sociale ou politique. On n'entend pas l'USL vraiment prendre position comme ça sur les grands sujets, les grandes préoccupations des Béninois. Écoutez, si c'est une perception réelle, on va l'améliorer, mais on ne manque pas de le faire. J'ai évoqué tout à l'heure la possibilité pour nous d'être sur les médias les plus écoutés aujourd'hui. La situation politique est telle que on ne peut pas être présent sur toutes les stations de radio, sur toutes les chaînes de télé, malheureusement. Mais nous faisons de notre mieux et nous communiquons surtout directement avec la base, la nôtre, mais aussi la base de tout le pays, tous les Béninois, pour les informer de ce que nous pensons sur chaque actualité. Ça se fait. Nous donnerons un peu plus d'écho, comme c'est souhaité. Je suppose que certains de nos auditeurs et téléspectateurs sont probablement dans la même lecture que vous. Nous apporterons les correctifs qu'il faut. Beaucoup de Béninois, ceux qui sont sympathisants, n'est-ce pas, de l'USL, ont parfois de difficultés à se référer aux acteurs du parti ou des acteurs qui, de 2016, comme l'aviez indiqué, donc de cette campagne de 2016 à la création de l'USL, ne se retrouvent pas les acteurs qui changent ou changent parfois, disons, en ne respectant pas donc, la fidélité établie depuis 2016. Oui, effectivement, vous savez que le président d'honneur de l'USL, qui a inspiré la création de ce parti, a été candidat en 2016 sans avoir une formation politique de son propre chef. Il a dû compter sur l'existant. Une fois cette élection passée, et surtout avec les combinaisons qu'il y a pu y avoir au deuxième tour, nous avons vu un ensemble, un bloc se former autour de l'actuel président de la République. Donc les engagements des uns et des autres ont dû changer par moment. Et c'est pour cela que très tôt, nous avons commencé à travailler pour constituer ce parti.
nous avons travaillé directement avec la base. Toutes les personnalités, tous les responsables politiques qui ont été avec le président Adiavon pour la présidentielle 2016 et qui ont marqué leur fidélité pour préparer l'avènement de l'USL sont avec nous. Ceux qui n'ont pas souhaité, nous sommes en démocratie, ils ont fait leur choix, mais nous avons misé essentiellement sur la classe jeune pour refaire ce travail, les jeunes et les femmes pour restructurer le parti. C'est pour cela qu'on a de nouvelles têtes, de nombreuses nouvelles têtes. C'est ce à quoi le président Adiavon fait confiance et veut passer le relais. Donc c'est vrai que beaucoup de têtes ne se retrouvent pas de notre côté, qu'on a déjà connu par le passé, ce n'est pas plus mal. Nous construisons en nous reposant sur la jeunesse et sur les femmes. Ouais, une fidélité mal récompensée, ça peut être aussi grave, nuisible. Une fidélité mal récompensée, non, j'ai dit ceux qui sont restés fidèles sont toujours avec nous. Il y en a qui estiment qu'ils sont restés fidèles, mais à côté d'eux, vous avez justement érigé d'autres, vous les appelez des jeunes, et ça, c'est pas bien vécu. Non, ça peut arriver effectivement, on s'en excuse et on s'empressera de rectifier ces cas-là, mais ils ne doivent pas être très nombreux. On en connaît quelques-uns qu'on est déjà en train de régler, parce que le travail et l'engouement qui a été perçu sur le terrain par les jeunes, surtout à qui on s'est adressé, a quelquefois poussé à ce que sur le terrain, certaines personnes ne soient pas prises en compte tout de suite alors qu'elles sont toujours fidèles à l'idéologie et à la personne même du président Adiavon. Mais ce sont des cas que nous sommes déjà en train de régler parce que nous avons besoin de tout le monde pour aller de l'avant. Enfin, vous êtes le chargé des questions stratégiques. C'est un peu délicat, mais est-ce que vous avez au moins pris leçon, n'est-ce pas, de ces erreurs-là de 2016, par exemple? Pour beaucoup, il y a ces erreurs que vous avez simplement reconduites, que vous êtes en train de reconduire. Nous, on a tiré leçon de tout ce qui s'est passé en 2016. Mais la configuration de ce qui s'est passé en 2016 n'est plus la même. On avait un candidat à la présidentielle sans parti politique, mais avec des personnalités autour qui pouvaient soutenir. Là, maintenant, nous sommes en train de construire un parti. Il est né il y a 6 mois. C'est un parti jeune, mais qui a de grandes ambitions. Donc, il y aura forcément encore quelques erreurs qu'on commettra. En fait, vous avez fait le choix de tout reprendre à zéro. Exactement. Nous avons tout repris à zéro, avec quelquefois des personnes qui étaient déjà avec nous, des personnalités qui étaient déjà avec nous, mais à beaucoup d'endroits, nous avons fait confiance à une nouvelle classe politique, sans exclusive, pour construire l'essentiel de ce parti, et ensuite rouvrir les portes vers tous ceux qui veulent venir vers nous. Et c'est cette phase-là que nous avons entamée. Très rapidement, il y a eu aussi cette phase-là, la phase donc de l'appel de Dieffa avec la naissance du CDD ou de la CDD? La coalition pour la défense de la démocratie. De la CDD. Donc, finalement, quelle est la place de l'USL dans l'opposition aujourd'hui? Comment ce parti fonctionne avec les autres partis de la même obédience? Écoutez, nous sommes en contact avec tous les partis qui se réclament officiellement de l'opposition. Nous prenons notre part. Il n'est pas nécessaire de dire on est la partie la plus importante de l'opposition, on est le premier parti politique de l'opposition ou pas. C'est dans les actions et dans les résultats que cela se définit. En politique, c'est le rapport de force qui définit à chacun sa place. Donc le rapport de force que nous établirons permettra à chacun de répondre à cette question. Donc nous prenons toute notre part, toutes nos responsabilités, puisque nous avons été très tôt clairs dans notre positionnement en tant que parti politique, mais le président d'honneur lui-même avait déjà bien avant la création du parti indiqué qu'il était dans l'opposition. Donc nous prenons cette part, nous échangeons bien souvent avec les autres partis de l'opposition, que ce soit la FCBE, que ce soit la RB, le MADEP et d'autres partis politiques. Le travail se poursuit et peut-être on y reviendra tout à l'heure par rapport aux législatives qui viendront. L'opposition ira aux législatives avec un bloc ou deux. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être cette opposition, notamment ce qui est donc né comme coalition à Dieffa, donc après le parti USL, est-ce que ce n'est pas un peu ça qui éclipse un peu ce que j'appelais les apparitions de l'USL dans les médias, notamment pour se prononcer par rapport aux grands sujets? Pas vraiment, il faut qu'on resitue un peu ce qu'est la coalition pour la défense de la démocratie. À cette manifestation de Dieffa,
N'oubliez pas qu'il n'y avait pas que des partis politiques. Il y avait la société civile, il y avait des personnalités sans parti politique. Donc, ce n'est pas une formation politique. C'est quoi donc? C'est un ensemble, c'est une coalition de gens, de la société civile, de personnalités tout court et de partis politiques, effectivement, qui ont fait un état des lieux de ce qu'est notre gouvernance, de ce qu'est la gouvernance politique de notre pays actuellement, et qui se sont entendus pour dénoncer certaines choses. Et la première réclamation qui était faite à cette époque, c'était la mise en place du COSLEPI, qu'on a obtenu. C'était essentiellement orienté vers cette revendication et vers cette expression publique, nationale et internationale, pour dire attention. Nous sommes dans une situation économique très critique. Nous sommes dans une situation sociale très critique. Il ne faudrait pas qu'on rajoute une situation politique critique. Il faut que les choses se passent parce que les 3 années à venir, 2019, 2020 et 2021, seront des années électorales. Et si les règles ne sont pas claires, admises par tous, il risque d'y avoir une crise politique en plus des crises économiques et sociales que nous vivons déjà. C'était la sonnette d'alarme qui avait été tirée par toutes ces composantes de la coalition. Donc, ce n'est pas une formation politique. En fait, c'est né sur l'instant et c'est mort sur l'instant? Non, ça continue de fonctionner puisque vous avez encore des déclarations au nom de la coalition. Tout ce que nous avons dénoncé lors de cette sortie de JFA, tout n'est pas encore corrigé. Donc, il y a ce creuset qui continue de vivre, de réfléchir. Et le creuset fonctionne comment? Ça veut dire que les personnalités qui composent la coalition se retrouvent encore au PIN sur la qualité, c'est cela? C'est exactement cela. Et il y a quelquefois des communiqués qui sont même sortis au nom de la CDD. Sur plusieurs émissions, vos collègues invitent parfois des représentants de la CDD, par d'autres moments, invitent des représentants des composantes différenciées de la CDD. Nous y répondons en fonction des demandes qui sont faites. Et vous êtes CDD pour aller où? Pour quel objectif? Nous sommes CDD pour attirer l'attention sur comment se passe la gouvernance. Mais à l'intérieur, encore une fois, comme je vous dis, il y a des composants de la société civile qui n'ont pas la même vocation qu'un parti politique. Donc le projet qui va être construit avec la CDD ne peut pas être un projet construit avec les partis d'opposition qui ont un autre objectif. En fait, ce n'est pas une coalition constituée pour aller aux élections? Non. Non. On ne peut pas aller aux élections avec la société civile. La société civile n'a pas pour vocation de conquérir le pouvoir. Ceux qui composent la société civile ont peut-être des opinions politiques personnelles, ont peut-être des engagements personnels, mais ce n'est pas à travers un regroupement, la coalition, la CDD en question, qu'il y aura une élection. Non, chaque parti... on ne se fait pas d'illusions non plus sur le choix aux prochaines élections. On ne se fait pas leur choix, mais tout est question de respect des normes. Ce que nous dénonçons en réalité, et qui peut être le fil conducteur ou la ligne transversale à tout ce qu'on reproche à l'actuelle gouvernance, c'est de ne pas respecter les normes. Donc nous ne pouvons pas partir de ce point de départ et commettre nous-mêmes les mêmes erreurs. Une société civile, c'est une société civile. Une personnalité publique ou politique a ses opinions. Elles peuvent évoluer, mais à un moment donné, elle a rejoint la lecture que et les partis politiques et la société civile et toutes les autres composantes dont je viens de faire part ont fait de la gouvernance de notre pays et ont voulu attirer l'attention là-dessus pour que ça change et que la crise n'arrive pas avant qu'on ne parle. Est-ce qu'il existe une plateforme des partis de l'opposition au Bénin aujourd'hui? Une plateforme, oui, les discussions se font. Ça ne va pas se faire au grand jour. En fait, c'est en constitution. Il n'existe pas. Elle existe. Ah bon? Elle existe. Ne vous inquiétez pas, elle existe. Et si je peux vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'opposition se rendra aux législatives avec un bloc ou deux, c'est parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Je pose la question parce que vous avez dit que la CDD, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas fait pour aller aux élections, alors que beaucoup percevaient la CDD comme la plateforme de l'opposition aujourd'hui. Beaucoup des membres, des composantes de la CDD se retrouveront au niveau de la plateforme politique qui amènera aux élections. En fait, elle n'est pas loin de la CDD. Elle n'est pas loin de la CDD. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est qu'à l'intérieur de la CDD, il y a beaucoup d'autres composantes qui n'ont pas les mêmes vocations politiques de conquérir le pouvoir. En tant que structure, je veux dire. Maintenant, les individus, chaque citoyen est libre de ses engagements. Venons à ce sujet que j'ai annoncé aussi, le code électoral. Comment vous
dans l'opposition, vous avez pris cela, beaucoup ont vu que c'est fait pour vous, enfin pas pour vous, contre vous, pour vous terrasser avant les élections. Oui, a priori, normalement, un code électoral, c'est pour indiquer à tous les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir participer à une compétition, aux élections électorales. Mais tel que ce code électoral ajouté à la charte des partis politiques, tel que ça a été conçu, défendu et voté finalement, on a clairement l'impression que ça a été fait pour rendre les conditions les plus difficiles possibles au plus grand nombre. Ça, ce n'est plus l'objectif, ce n'est plus l'idée, ce n'est plus la philosophie d'un code électoral. Ce n'est pas pour rendre les conditions les plus difficiles possibles au plus grand nombre. Non, c'est juste fixer des cadres pour que le plus de personnes qui souhaitent le faire puissent s'intégrer, puissent respecter les conditions qui ont été votées. Oui, on peut penser que cela va frapper l'opposition. Nous prenons notre part, mais nous nous y conformerons puisque ça a été voté. C'est la loi qui est actuellement en cours. Mais nous prenons le pari que ceux qui ont voté ces tests seront les premiers frappés avant l'opposition. Quand vous parlez des difficultés conçues contre le plus grand nombre, on voit tout de suite la caution. Il y a la caution, il y a les deux cautions, que ce soit pour la présidentielle comme pour les législatives. Il y a les 10% au niveau national pour pouvoir valider un siège local. Il y a le quitus fiscal. Il y a tout un ensemble. Il y a même tout le rôle qui est dévolu à la Sénat. Il y a tout un ensemble d'éléments. Il n'y a pas que ces trois éléments qu'on a souvent dont on a souvent débattu ces derniers jours. Il y a d'autres aspects dans le code électoral qu'il faut prendre le temps de regarder. Mais encore une fois, je le répète, ceux qui ont voté seront les premiers frappés. Et de façon globale, j'en profite pour le dire, la gouvernance doit être cela. Il faut disposer pour l'avenir. Ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire hier sont rattrapés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas posé les actes qu'il fallait poser, parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions législatives qu'il fallait pour protéger l'avenir. Ils ont pensé qu'ils étaient éternels au pouvoir. Ceux qui sont là aujourd'hui sont aussi dans la même erreur, en pensant qu'ils sont éternels, qu'ils ne vont jamais quitter le pouvoir. Et on a connu ici, pour tous ceux qui s'en souviennent, on se souvient du général Kérékou qui disait qu'on ne dira jamais de lui que c'est l'ancien président et qu'il était prêt à marcher sur des cadavres s'il le fallait pour pouvoir rester au pouvoir. Chaque gouvernant pense qu'il est éternel. Il serait temps que nous prenions des dispositions législatives qui disposent justement pour l'avenir et non pas pour arranger une situation immédiate, parce qu'avant de quitter le pouvoir, on ne sait pas la veille quand on va quitter le pouvoir. Et on n'a pas le temps de défaire tout ce qu'on a fait pour pouvoir écarter d'autres personnes. Et lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que les mêmes dispositions qu'on a prises viennent frapper lorsqu'on est passé de l'autre côté de la barrière. Donc il serait temps que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de voter ces lois, pas que le code électoral, pas que la charte, mais d'autres lois, sachent que de toute façon, la roue tourne et que ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui les frappera. Oui, mais est-ce qu'il y a à voir que du sombre, n'est-ce pas, dans ce code électoral? Est-ce que, avec ou contre votre volonté, je veux dire, dans l'opposition, on ne vous a pas contraint aujourd'hui à vous rassembler, à vous unir pour aller à ces élections? Non, pour ce qui concerne le rassemblement, l'USL était déjà né comme une union avec beaucoup d'autres composantes qui étaient déjà là. Donc le problème ne se pose pas. Il n'y a pas que du noir dans le code. Ce qui est annoncé officiellement comme objectif est à défendre, est à soutenir. C'est-à-dire le regroupement des formations politiques, le caractère sérieux, on va dire, des candidatures à la présidentielle. C'est-à-dire les objectifs qui sont énoncés sont tous alléchants. On doit pouvoir défendre cela. Mais après, il faut vérifier par les actes si on est en train de remplir ces objectifs. Par exemple, pour les législatives, quand on dit les regroupements, on a fait un petit travail à l'USL. On a repris toutes les législatures, les 7. On s'est rendu compte que seulement en 1991, c'est-à-dire la première, nous avons eu 16 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et pour toutes les autres législatures, nous avons navigué entre 8 et 12 formations politiques maximum. 8 et 12 formations politiques à l'Assemblée, partis politiques ou alliances. Que veut le code actuel? En limitant à 10% le suffrage maximum, enfin minimum qu'on doit avoir pour pouvoir valider un siège local, ça veut dire que ce code ouvre la possibilité à ce qu'on ait jusqu'à 10 formations politiques à l'Assemblée nationale. 10 regroupements maximum. Au maximum, ouais.
Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans la fourchette que nous avons toujours connue depuis l'avènement de la démocratie en 1991 avec les premières législatives. Nous sommes exactement au même niveau. Nous avons navigué, souvenez-vous, entre 8 et 12 formations. Et le code dit maximum, on aura, avec le mécanisme mis en place, on aura au maximum 10 formations politiques. Et quand on rentre dans le détail des formations les plus représentatives à l'Assemblée, on se rend compte qu'il y en a toujours 4 ou 5 maximum qui rassemblent entre 60 et 75 députés. Déjà, ça veut dire qu'il y a déjà une décision des populations de consacrer l'animation politique de notre pays à certaines formations majeures. Et c'est en général les mêmes formations. Le PRD, la RB, le PSD, MADEP, l'Alliance Phare-Lafia quand ça a été créé, l'Union fait la Nation quand ça a été créé, la FCBE quand ça a été créé, c'est maximum à chaque législature entre 4 et 5 formations ou alliances qui détiennent à elles seules entre 60 et 75 députés. Mais quand on regarde ce que la gouvernance actuelle a mis en place entre les objectifs émis et la vie réelle, on se rend compte que ce sont ces partis-là qui ont été attaqués ces derniers mois. Ce sont ces partis-là qui ont été disloqués ces derniers mois. Ce sont ces partis qu'on est en train, c'est-à-dire les partis qui constituent déjà l'objectif qu'on veut atteindre, au lieu de renforcer cela, on les disloque d'abord, et puis après on met en place un code. C'était juste pour illustrer le fait qu'on ne voit pas du noir partout. On veut bien appuyer, on veut bien accompagner les objectifs qui sont annoncés, ici le code électoral, mais quand on voit les actes, on se rend compte que c'est de la ruse. Oui, mais vous dites la ruse, mais vous n'avez cité que les alliances et peut-être les partis qui ont aussi cette faiblesse d'être pour la plupart des partis appartenant à des personnes, bien connues également. Oui, parmi les 5 ou 4 ou 5 grandes formations qui rassemblent l'essentiel des députés à l'Assemblée, je vous ai cité le PRD. C'est un parti. On peut l'identifier. Oui, mais c'est un parti pourtant. Qui a toujours eu un certain nombre de députés assez importants et qui, additionné aux 4 autres ou aux 5 autres dont je parle, rassemble jusqu'à 75 députés sur 83. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que l'essentiel de la vie politique est déjà coalisé, concentré autour de ces formations politiques. Il s'agissait de renforcer l'existant pour que notre vie politique soit un peu plus structurée et soit plus lisible pour les populations. Mais on a déstructuré d'abord ces formations. Mais vous, pendant que le débat se faisait, on n'a pas entendu des propositions non plus de l'opposition ni de l'USL. L'opposition a été invitée à un séminaire organisé à l'Assemblée, 3 heures. C'est juste ce qu'on a consacré à la discussion. On n'a pas boudé ces 3 heures. Nos représentants sont partis, ont participé. C'est à ce niveau que ça se passe. L'USL ne sera pas... On peut se faire entendre autrement, laisser de la documentation, par exemple. C'est ce qui a été fait. On n'a pas manqué de le faire. Vous savez, l'USL ne sera pas... On peut discuter ces propositions dans les médias. Dans les médias aussi, mais c'est pour quelle efficacité? C'est là toute la question. Nous pouvons faire connaître ce que nous avons dit ailleurs, mais nous mettons l'accent sur le fait qu'il faut aboutir à du concret pour nos populations. Quand il y a des objectifs qui sont annoncés et pour lesquels on est en accord, rassembler les partis, provoquer le regroupement des partis, avoir des candidatures plus sérieuses, on peut être d'accord dès le départ. Mais après, si on ne vous écoute pas sur les solutions que vous pouvez apporter ou les réflexions que vous pouvez apporter pour rectifier ce que vous avez prévu, ce sont les gouvernants qui dirigent. C'est ça la vie démocratique. Ils sont élus pour diriger, pour prendre des décisions, et il faudra qu'ils en répondent. Est-ce que vous êtes d'accord, tout au moins à l'opposition, qu'il fallait mettre fin à ces alliances de veille des élections? Il ne faut pas mettre fin à une alliance. Une alliance, c'est déjà une forme de regroupement. Le code électoral actuel n'évitera pas non plus que les blocs qui vont se constituer aujourd'hui se disloquent demain. Ce n'est pas interdit. Donc ça ne règle pas le problème en définitive. Il faut laisser le temps à la démocratie de se structurer. Ça fait bientôt 30 ans quand même. Oui, ça fait 30 ans. Mais qui a dit que 30 ans était suffisant? Ça aurait pu se faire, puisque je vous dis déjà que quand on prend depuis la première législature jusqu'à la 7e, l'actuelle, nous avons déjà notre population qui a structuré son animation de la vie politique. Il faut pouvoir accompagner ça pour que ces partis qui se dégagent, qui se mettent au-dessus du lot, soient les partis qui soient
récompenser, entre guillemets, c'est-à-dire rembourser de certains frais. Il faut plutôt mettre l'accent sur le financement public et le contrôle de ce financement des formations politiques pour pouvoir animer notre vie. Ça viendra dans une autre loi, une loi spécifique. J'espère bien, mais ça a été dit. On attend aussi de voir comment est-ce qu'on sera mis à contribution pour réfléchir à cela et quelles seront les décisions qui seront prises. Mais encore une fois, nous, on n'est pas contre le fait que les gouvernants décident, puisque c'est cela, la démocratie. Mais quand on décide, il faut en répondre. Outre le regroupement, quels sont les autres avantages que vous tirez de ce code? J'ai parlé du regroupement, j'ai parlé des candidatures plus lisibles, mais le niveau des cautions, le 10%, le quitus qu'on met entre les mains d'une seule personne, chaque fois c'est pour écarter. C'est-à-dire, je peux prendre tous les objectifs qui sont annoncés comme positifs, mais je me rends compte, et on se rend compte à l'USL, que les décisions qui sont prises pour réussir ces objectifs, sont des décisions qui ne vont pas dans le même sens. C'est un peu ça la difficulté avec la gouvernance actuelle. On donne beaucoup de bonnes idées, de bonnes intentions, mais après, c'est juste pour camoufler un jeu qu'on est en train de construire. Est-ce que ça vous clôt au pilori tout de même? Est-ce que ça réussit déjà? Si vous en plaignez, c'est peut-être parce que ça a commencé à faire effet. Pour les regroupements? Non, pas pour ce que vous appelez des jeux qui sont à chaque fois cachés derrière les bonnes intentions. Non, mais les jeux sont cachés pour ceux qui pensent qu'ils les ont cachés. Ceux qui pensent ainsi, excusez-moi du terme, n'ont qu'une seule tête. Nous en avons une aussi. Nous réfléchissons aussi. Nous voyons comment les dés sont pipés, comment les jeux sont faits. Et nous y réfléchissons et nous trouvons aussi nos parades. Nous nous préparons. Nous nous armons aussi sur le terrain en structurant nos bases, en informant nos militants, en leur donnant l'information juste, en devançant certains faits pour qu'ils ne se laissent pas piéger par ce qu'on vient leur annoncer comme bonnes intentions. Et je vous avoue que ceux qui sont en face aussi s'en rendent compte, même s'ils ne sont pas très présents, trop présents dans les médias au niveau national, ceux qui sont en face de nous savent que nous sommes essentiellement sur le terrain et que ça peut faire très mal. Vous m'amenez une image en tête. Dans l'opinion, ça fonctionne comme sur une vaste baie. Vous dites bien que, au fond, ça bouge, ça s'agite, ça s'organise, mais en surface, les Béninois ne voient rien. Encore une fois, je vous le dis, en surface, peut-être les Béninois ne voient rien, ou dans les médias, on va dire. Les Béninois ne voient rien. Ah ouais. Mais le plus important, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Donc vous avez abandonné les médias pour le pouvoir et vous êtes sur le terrain. Nous n'avons pas abandonné. Je vous ai dit, vous m'avez invité aujourd'hui, nous sommes là. La semaine dernière, on a invité mon collègue donc là, M. Golf, il y était. Chaque fois que nous sommes invités, nous y sommes. Parfois, nous demandons, c'est refusé. Donc, nous ne prenons que ce que... C'est refusé. Vous avez demandé où? On ne va pas rentrer dans les détails. Non, on va le dire au bon moment, ce sera dit. Mais sachez que la vie politique aujourd'hui est assez mal en point. Nous avons parlé de l'USL, des législatives, et aujourd'hui, mais figurez-vous qu'à la date où je vous parle, l'USL n'a toujours pas son récépissé. Ah oui. Et pourquoi? Ça, c'est la grande question. Et pourtant, nous avons rempli toutes les conditions. Dès la création de l'USL, tous les dossiers ont été déposés et conformément à la procédure, nous avons été rappelés pour apporter quelques correctifs, quelques compléments. Ça a pris un certain nombre de temps avec des administratifs qui ont fait le travail de façon minutieuse et consciencieuse. Et nous avons parcouru toutes ces étapes jusqu'à avoir un dossier irréprochable qui est actuellement sur le bureau de le ministre, qui attend juste la signature du récépissé. On ne sait pas pourquoi, jusque-là, le récépissé n'est toujours pas signé. Vous dites, Géraldo Gomes, que c'est le ministre de l'Intérieur, c'est cela? Absolument. Qui fait traîner les choses juste là, qui met du temps à poser une signature. Au bout de la procédure, vous savez, quand vous avez un dossier irréprochable, il y a une attestation de dépôt qui confirme qu'à partir de ce moment-là, les services officiels de l'État n'ont plus rien à vous demander. Votre dossier est réputé parfait. Nous avons franchi cette étape-là. Et donc, quand un dossier est parfait, le récépissé n'est qu'un document administratif. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui crée un parti à notre place. C'est nous, les citoyens, qui nous rassemblons pour dire « nous voulons créer ensemble un parti ». Donc c'est l'acte constitutif du parti.
Le récépissé ne vient pas créer un parti. Il reconnaît juste que le parti, après avoir été créé, a respecté les conditions qui ont été fixées. Or, cette attestation de dépôt atteste justement que nous avons rempli toutes les conditions qu'on nous a demandées, toute la paperasse qu'on nous a demandée et que nous les avons fournies. Donc il n'y a plus que la signature. Et pourquoi elle ne sort pas? C'est le dernier ressort en fait dans la procédure. C'est le ministre qui signe les récépissés. Si ce n'est pas encore signé, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore le temps. J'espère que c'est pour cela. Mais j'en doute. Mais il faut se dire, plus de 300 000 militants à la création d'un parti, et aujourd'hui bien au-delà, 500 000. Si quelqu'un dans le pays pense que c'est contre une seule personne qu'il agit en ne signant pas un récépissé, qui se détrompe, parce que désormais, on ne parle plus de personnes au sein de l'USL. L'USL est une formation politique. Il n'y a pas, la vie de l'USL ne dépend pas d'une seule personne. Cette personne n'existe pas, il y a quelqu'un d'autre à la place. Si cette personne, donc, pense piétiner les droits d'une seule personne, qu'elle se rende compte très vite que c'est 300 000, 500 000 personnes dont il veut bafouer les droits. C'est cela aujourd'hui l'USL. Nous avons franchi toutes les étapes. Nous n'avons plus absolument rien à fournir puisque l'administration ne nous demande plus rien du tout. Notre dossier est réputé parfait. Nous attendons juste la signature et nous relançons ce débat parce que ce n'est pas parce que ça nous inquiète outre mesure. Hein. Nous confirmons de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter puisque c'est un obstacle qui ne vous emporte pas au paradis, par exemple, non? Oui, si, paradis, j'entends bien ce que vous appelez paradis. C'est un obstacle. C'est un obstacle aujourd'hui que le récépissé ne soit pas donné pour l'USL. Mais dans le même temps, je vous confirme, et je voudrais le dire à tous nos militants et à tous ceux qui voudraient nous rejoindre, que malgré cette situation-là, l'USL sera bien présente. L'USL a son plan B. Non seulement à son plan B, mais c'est peut-être un plan A. Si les auditeurs me le permettent, on dit en flanc. Nous Vous allez faire quoi? Vous allez forcer la signature du ministre? Non, on n'a pas encore ce pouvoir-là de forcer la signature du ministre. Mais quand on dit qu'on a déjà le pied sur le caillou, c'est que le caillou est déjà là avant. Donc que nos militants soient rassurés, que tous ceux qui veulent nous rejoindre soient rassurés. L'USL sera bien présente à toutes les échéances électorales. Gerardo Gomez, est-ce que vous confirmez? Il paraît, il se dit également que c'est le même sort pour la FCBE. Je ne peux pas parler au nom de FCBE, mais effectivement, il y aurait d'autres partis de l'opposition qui seraient dans la même situation, ou même dans une situation même pire que la nôtre, si je peux ainsi m'exprimer. Mais je n'ai pas les détails concernant ces formations. Je peux parler de ce qui concerne l'USL parce que j'ai eu l'honneur de suivre en partie toute la procédure et je peux confirmer au nom de l'USL que toutes les formalités ont été remplies et qu'aujourd'hui, on n'a pas une seule virgule à nous demander en plus de ce que nous avons fourni. Tout est réputé parfait. Vous faites l'effort de rassurer les militants. Vous êtes certainement dans votre rôle, mais comment surmonte un tel obstacle congénital? C'est pas un obstacle congénital puisqu'il vient de l'extérieur. C'est un barrage, c'est une barrière qu'on essaie de mettre sur la route, mais qu'on tente de mettre une barrière pour 300 000, 500 000 Béninois. Si on est gouvernant et qu'on veut qu'on gère ce pays dans la quiétude, dans la paix, on sait ce qu'on a à faire. On ne joue pas à ce jeu-là. On laisse les Béninois qui se sont rassemblés pour un objectif politique respecter la loi. Tant qu'ils respectent la loi, ils doivent pouvoir avancer. Vous allez partir sous un autre logo, un autre parti politique par exemple, déjà enregistré? L'USL sera présente à toutes les élections. Rappelez-vous encore cette image-là, on avait déjà le pied sur le caillou en tant qu'aveugle au moment où vous disiez qu'on va vous jeter un caillou. Ben, revenons au code électoral et les nouvelles donnes que cela implique. Beaucoup ont vu donc le quitus fiscal comme un élément contre l'USL, contre son leader notamment, Sébastien Djamé-Adjavon. Oui, mais nous l'avons pris un peu plus sportivement, puisque si c'est réellement contre le président d'honneur Sébastien Adjavon, éventuellement, je dis bien éventuellement, ce sur quoi il pourrait se positionner, c'est 2021. Et ça reste à les législatives, confirmer.
Les législatives, ce n'est pas encore un débat, puisque tout le monde, en parlant, pense à 2021. Mais avant 2021... Il peut être candidat, non, aux législatives? C'est un citoyen béninois, il peut être candidat à tout. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans cette discussion-là. Nous sommes, et lui principalement, est dans la structuration et dans les pourparlers avec les autres forces de l'opposition. C'est cela l'actualité de l'USL. Ce qui importe plus, c'est 2021. Ce qui pourrait importer pour lui éventuellement, c'est ce que je veux dire. Encore là, c'est que nous ne sommes pas dans une décision, nous ne sommes pas dans une situation où on dit c'est ça ou rien. Non. L'USL étant désormais une formation politique, elle n'appartient pas à un seul homme qui décide pour lui et pour les autres. Vous êtes sûr de vraiment avoir les coups de franche pour s'imposer aux leaders, imposer autre chose aux leaders? L'USL est structuré ainsi pour arriver à ce résultat-là. Ce n'est pas très béninois, ça. Ce n'est pas très béninois, c'est peut-être un changement qui est en cours et qu'on va observer avec l'USL. C'est un challenge qui est pris et nous allons en donner la preuve en tout cas. Oui. Donc, pour revenir du quitus fiscal, il va frapper d'abord tous ceux qui voudront être candidats aux législatives dès l'année prochaine. Et je disais tout à l'heure, la plupart de ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui voudront, je pense, retourner à l'Assemblée, donc ils vont devoir produire cette pièce qui est éliminatoire. Ce que nous pointons du doigt, ce n'est pas dans le code électoral. C'est une disposition qui a été antérieure au code. Un décret qui a remis entre les mains du directeur général des impôts ou de son adjoint la signature exclusive des quitus fiscaux pour ce genre d'usage. Et quel devrait être l'aspect pernicieux d'une telle décision, d'un tel décret? Il faut juste regarder la situation qui était antérieure à cette décision-là. C'est qu'il y avait plusieurs services qui pouvaient délivrer donc le quitus fiscal. Alors pourquoi est-ce qu'on a éprouvé le besoin de les dessaisir de cette possibilité-là et de la remettre seulement entre les mains d'un seul homme? Pourquoi? La réponse c'est quoi? La réponse c'est peut-être parce que je suppose que c'est eux qui ne font pas confiance aux services fiscaux de notre pays. Ils pensent peut-être que ces services-là vont délivrer des attestations fantaisistes, je suppose. Donc quand dans le même temps, les mouvanciers disent quand l'opposition pointe du doigt cet élément, c'est parce que l'opposition ne fait pas confiance à l'administration fiscale, c'est faux, c'est juste l'inverse. C'est parce qu'eux, ils ne font pas confiance à l'administration fiscale qu'ils veulent mettre entre les mains d'une seule personne influençable, puisque c'est une personne nommée par le pouvoir exécutif, qui pourra délivrer ce papier. C'est un papier comme le récépissé, c'est un papier administratif. Une fois qu'on a payé ses impôts, on le prend d'office. Pourquoi vouloir dessaisir des services fiscaux qui sont capables de constater que vous avez payé ou non vos impôts et de vous le délivrer et le remettre entre les mains d'une seule personne nommée à ce poste par le pouvoir politique? Je pense que c'est plus simple pour eux de forcer la main à une seule personne que de forcer la main à 10 ou 15 personnes responsables de services fiscaux suivant les régions pour pouvoir délivrer ce papier. C'est cela la démarche. Et évidemment, le code électoral ne vient que parachever ce travail qui a été mis en route par ce décret. Imaginez-vous que le directeur général des impôts refuse le quitus fiscal à quelqu'un dans le cadre d'une élection. Cela s'arrête là. Ça veut dire qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle pour dire, dans le temps, puisqu'elle est responsable d'une telle élection, si la procédure est normale. Alors qu'en matière fiscale, c'est plutôt au niveau de la Cour suprême, en dernier ressort, et ça, qu'on a une décision. Le code ne l'a pas réglé. Le code ne l'a pas réglé. Et le temps de la Cour suprême est en général bien plus long que le temps d'une élection. Le temps que la Cour suprême dise, le citoyen honnête à qui vous avez refusé son quitus fiscal, vous n'auriez pas dû le refuser, les élections sont passées. Vous avez créé des torts à une formation politique, vous avez créé des torts à une personnalité, mais c'est déjà fait. Et pourquoi on se permet de telles choses? C'est parce que, et ça rejoint un autre point d'actualité, c'est parce que la lutte contre l'impunité dont on parle, la lutte contre la corruption dont on parle, elle est malmenée, dans les deux sens, malmenée et malmenée. La lutte contre la corruption, elle doit être entre les mains de la justice. Tous les citoyens, du premier jusqu'au dernier, doivent avoir peur de notre justice, en sachant que si on dévie, si on ne respecte pas la loi, la justice pourra frapper indifféremment, quel que soit notre rang. Or, aujourd'hui, quelle est la situation qu'on observe?
Tout le monde a peur du pouvoir exécutif, même la justice a peur du pouvoir exécutif. Des juges aujourd'hui ne sont pas libres de rendre justice au nom du peuple. Ce n'est pas cela la lutte contre l'impunité. Ce n'est pas cela la lutte contre la corruption. En exerçant une telle pression sur tous les citoyens, sur les députés et même sur la justice, quel est le résultat qu'on obtient? On obtient des gens dociles. Comme les députés qui ont voté ce code électoral, ils sont réduits au silence jusqu'au bout. Ils ne pourront pas bouger le petit doigt. Ah bon, vous pensez? On observera. Prenons date. Quand on met la pression sur la justice, elle se dit, si je fais telle chose, on va me traduire en conseil de discipline. Or, le conseil de discipline, c'est le conseil supérieur de la magistrature. Et dans ce conseil supérieur de la magistrature, on a fait une réforme dans laquelle on a envoyé un nombre impressionnant du gouvernement. Donc, c'est l'exécutif encore qui va décider de comment on sanctionne un magistrat qui n'est pas aux ordres. Évidemment, les magistrats resteront aux ordres parce qu'ils savent qu'ils peuvent être traduits en conseil de discipline et qu'au sein de ce conseil, c'est l'exécutif qui est encore majoritaire. Est-ce qu'on lutte contre l'impunité dans ces conditions? Non. On ne fait que protéger ce qu'on est en train de faire, on ne fait que protéger les siens, et tous ceux à qui on est censé donner des ordres obéiront les yeux fermés. Mais il faut que les administratifs sachent que la roue tourne et que lorsqu'on les amène, comme le directeur général des impôts, à poser des actes, ce n'est pas celui qui leur a donné des instructions qui risque d'emporter le chapeau, mais c'est eux qui exécutent, qui ont leur griffe, leur marque, leur signature sur les actes posés, qui rendront compte au peuple le moment venu. Revenons au quitus fiscal. Dites-nous, Géraldo Gomez, est-ce qu'à l'état actuel des choses, Sébastien Germain Adjavon pourrait avoir son quitus fiscal? Absolument. Vous savez, la question de redressement, puisque c'est lié à ça, hein, les redressements dont on a parlé, près de 200 milliards de redressements. Le redressement fiscal en soi a deux vertus. Le contrôle d'abord permet au service d'une société de se rendre compte qu'ils font leur travail de façon régulière et habituelle. Il arrive même dans certains pays, et même je pense ici au Bénin, qu'au bout d'un contrôle fiscal, on vous rembourse, on vous restitue une partie d'un trop payé. C'est à cela que sert un contrôle. Et un redressement vient au bout pour dire parfois, non, vous n'avez pas assez payé, vous devez payer en plus. En clair, ça veut dire quoi? Puisque ça porte sur 2014, 2015, 2016 et jusqu'à avril 2017. Ce qui est reproché, ce qui est censé être reproché, ce n'est pas une fraude en soi. Pour ce qui concerne les impôts, c'est du déclaratif, c'est-à-dire c'est chaque société qui envoie aux impôts sa déclaration. Toutes les sociétés du président Adjavon ont toujours régulièrement et à temps franchi cette étape. Ensuite, vous payez les impôts qui vous ont été calculés par les services. Ce sont les services qui vous... Ce n'est pas vous qui décidez de payer X ou Y. Mais vous pouvez en avoir une idée. Non. On peut avoir une idée en fonction des activités. Mais il faut savoir que quand je dis au service des impôts, voici le bilan de mon année, ce sont les services qui calculent et vous disent, vous avez à payer tant. Et on vous adresse l'avis d'imposition et vous réglez. Et cela a été fait en 2014, cela a été fait en 2015, en 2016, jusqu'à avril 2017. C'est-à-dire que toutes les sociétés ont régulièrement payé les impôts qui leur étaient réclamés. Donc quand on en parle aujourd'hui pour embrouiller l'opinion publique, c'est comme si les sociétés n'ont pas payé une année, n'ont pas payé une autre année. Oui, mais vous avez parlé de contrôle. C'est important de faire ce rappel-là. Les déclarations ont toujours été faites à temps. 2, les impôts réclamés ont été payés dans l'ordre escompté. Et on a vu récemment, pour ce qui concerne le cordon douanier, quand les sociétés du président Adjavon payent 100, la deuxième société qui vient juste après paye à peu près 17 ou 25 francs. Lui, quand il paye 100 francs en impôts, la deuxième société qui vient après lui paye autour de 17 ou 25 francs. Donc c'est quand même assez important. Imaginez quelqu'un qui veut frauder. Est-ce que je veux m'imposer de payer autant de différence
Si le deuxième est à 17 francs, pourquoi est-ce que je vais me mettre à 100 francs? Oui, mais Donc, vous avez parlé de il y a- contrôle tout à l'heure. On peut estimer aussi que les services des impôts viennent faire le contrôle et constatent que vous ne faisiez pas, les sociétés de Sébastien Germain Diavon ne faisaient pas normalement les déclarations. C'est la deuxième vertu dont je parlais. Je vous ai dit, il peut y arriver même quand vous rembourse un trop payé. La deuxième vertu, c'est quand vous dites non, à tel endroit, vous avez oublié de faire telle chose, vous avez oublié de faire telle chose. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la loi a prévu que la société à qui les services disent vous avez oublié d'introduire, d'inclure tel aspect, vous disent non, moi, mes calculs sont exacts, je conteste ce que vous êtes en train de me dire. Et cette contestation peut aller jusqu'au niveau de la Cour suprême qui, en dernier ressort, décide pour dire si vous avez à payer ce que vous réclament, les impôts, ou si vous êtes dans votre droit dans la contestation que vous faites. Et nous sommes à cette étape aujourd'hui où la Cour suprême n'a encore rendu aucune décision exécutoire. Même la Cour constitutionnelle a été saisie par le même directeur général des impôts. Et la Cour constitutionnelle lui a répondu. Le DG des impôts demandait à la Cour constitutionnelle de décider que M. Sébastien Diavon, ses sociétés, ses proches et autres qui refusent, qui contestent le redressement qu'on leur a adressé, qu'on leur a notifié, et ils le contestent conformément à la procédure, mais le DG des impôts voudrait que la Cour constitutionnelle décide que, en refusant, en contestant par les voies légales, que les requis sont en train de violer la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a répondu au DG des impôts pour dire, en l'absence de toute décision de la Cour suprême, de toute décision exécutoire, on ne peut pas exiger de quelqu'un de payer ce qu'on lui réclame à travers un redressement. Tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, on ne peut pas dire que la personne doit payer. C'est la décision 1857 du 31 juillet 2018 de la Cour constitutionnelle qui répond cela à... Ça veut dire quoi? Que tant que la Cour suprême n'a pas dit aux sociétés de M. Diavon ce que les services fiscaux vous réclament, vous devez les payer, il ne les doit à personne. Et aujourd'hui, il est à jour de ses impôts. Mieux, c'est l'État qui lui doit des milliards encore aujourd'hui. Donc, à l'étape actuelle des choses, s'il demande le quitus aujourd'hui, il devrait l'avoir. Absolument. Il devait l'avoir, non seulement il devait l'avoir, mais s'il réclamait qu'on lui paye ce qu'on lui doit, ce que l'État lui doit, ça devait être exécuté assez rapidement. Mais figurez-vous que la situation est encore plus dramatique, plus grave pour l'État béninois. Parce que je viens de vous rappeler la décision de la Cour constitutionnelle. Oui. Les services fiscaux n'ont même pas attendu que la première étape de la procédure soit observée. C'est-à-dire quand vous contestez, vous pouvez introduire un recours gracieux auprès du ministre des Finances pour dire « Monsieur le ministre, veuillez indiquer à vos services que ce qu'ils sont en train de réclamer n'est pas dû et qu'il faudrait qu'ils arrêtent de poursuivre le contribuable. » C'est ça, un retour gracieux. Avant d'aller plus loin au niveau de la Cour suprême. Ils n'ont même pas attendu cette première étape qu'ils ont déjà commencé à bloquer des comptes bancaires de société, les comptes bancaires personnels du président Diavon, de ses proches, à faire même des hypothèques sur des biens. Ça veut dire que si on veut céder ces biens-là, on ne peut même pas. Ce sont des décisions assez graves qui portent atteinte aux droits intrinsèques du citoyen, du contribuable, et qui vont probablement coûter cher à l'État béninois. Et ça, c'est un seul individu qui prend cette décision. Et vous pensez que cet individu ne prendrait pas cette décision s'il n'est pas soutenu quelque part? Il ne faudrait pas qu'on abuse de notre administration à lui faire ce qu'on ne doit pas faire. Justement, parlant de cela, il y a une partie donc, de ce procès, de ce conflit qui se joue à l'extérieur, à Arusha, si je ne me trompe. Vous en êtes où aujourd'hui? Arusha, ce n'est pas exactement le même dossier concernant les redressements. Ça a été porté au niveau en 2016, lorsque le président a été gardé à vue pendant 8 jours, et on connaît l'issue du procès. Il était une question de représentativité qui aurait dû être prise en compte pour ne pas le garder à vue autant de temps. Cette décision qui a été prise en son temps a porté atteinte à l'honorabilité, mais aussi sur le plan des affaires à M. Sébastien Diavon. Donc c'est sur cet élément que Arusha est intervenu, puisqu'on s'est rendu compte
que l'État n'a pas fait appel de la décision du 4 novembre 2016 qui relaxait M. Adiavon, qu'il n'y a pas non plus d'appel à notre niveau, que les voies de recours ont été épuisées au niveau national. C'est en cela que, estimant ne pas pouvoir avoir gain de cause au niveau national, vu le contexte qui existe, qui prévaut ici, cela a été plaidé au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme pour que cela soit fait. Je pense que dans les semaines et mois à venir, la décision doit tomber. C'est une Cour internationale qui a son propre planning, son propre calendrier. Donc nous attendons cette décision qui ne devrait plus tarder. Est-ce que ce conflit au sujet donc des impôts, est-ce que ça a entamé, disons, le fonctionnement des entreprises de M. Adiavon? Bien évidemment, on ne peut pas décider en toute illégalité de bloquer les comptes de sociétés et même des comptes personnels, des biens des sociétés, des biens personnels, sans que cela n'ait pas d'impact. Il y a des salariés qui sont concernés, qui peuvent ne pas toucher leur salaire. Il y a des clients qui étaient desservis par les activités des sociétés qui ne sont plus servis aujourd'hui. Les produits que consommaient nos concitoyens qui ont flambé, dont les prix ont flambé, vous n'avez qu'à aller sur le marché, vous verrez ce qui se passe. Mais dans le même temps, puisque c'est à partir de ses comptes personnels que le président Adiavon continuait de faire ses œuvres sociales, cela aussi a un impact. Et c'est aussi un objectif visé par ceux qui sont dans ce jeu dramatique. Empêcher de faire des œuvres sociales. On est arrivé à quel niveau de réflexion ou de machiavélisme? Empêcher de faire des œuvres sociales. Ce que l'État ne peut pas faire et qu'un contribuable, avec ses propres moyens, s'engage à faire de façon désintéressée depuis des années, mais vraiment de façon désintéressée. Figurez-vous que sur les centaines... Est-ce que c'est tout à fait désintéressé désormais lorsqu'il s'est engagé en politique? On peut le lire autrement, mais depuis qu'il est en politique, ça fait 2 ans et demi, comme par le passé, sur les centaines d'œuvres sociales, sur les centaines d'actions qu'il a pu financer, M. Adiavon n'a été inauguré qu'une seule de ses œuvres, et c'était au Collège Père-au-Pied, simplement parce qu'un de ses partenaires était en visite ici au Bénin et a souhaité y aller et il l'a accompagné. Il ne se rend même pas personnellement, physiquement, sur l'inauguration de ses œuvres. On en connaît beaucoup d'autres. On en connaît beaucoup d'autres qui, pour quelques jeux de maillot, se présentent eux-mêmes pour bien rappeler que c'est eux qui le font. C'est vraiment désintéressé. Mais attaquer même jusqu'à ce niveau, on va très loin. Il a été question à un moment donné également, notamment sur les réseaux sociaux, de la fondation à laquelle on n'aurait pas renouvelé donc, certains papiers administratifs. Il en est quoi réellement? Non, la fondation a communiqué assez clairement sur cette question. Nous sommes dans une logique de ne pas mélanger les gens, que chaque structure s'occupe de ce qu'elle doit faire. Nous sommes en politique, nous autres à l'USL, nous nous occupons de ce qui est de l'USL. La Fondation a eu une réaction très prompte pour clarifier la situation. Il s'agit d'un accord cadre qui va être renouvelé, donc il ne faut pas polémiquer autour de cette question. La Fondation continue de travailler avec le peu de moyens qui restent, mais elle évolue. Beaucoup de Béninois se disent, bon, avec autant d'obstacles, est-ce que l'USL et son leader, ils ont les reins assez solides pour pouvoir faire front donc à autant de plus d'obstacles et pouvoir s'en sortir? Oui, les obstacles sont là et nous sommes assez lucides, nous sommes même tellement lucides que nous savons qu'il y en aura beaucoup d'autres encore d'obstacles. Mais en y allant, on ne pensait pas que ce serait facile. On ne pensait pas que ce serait passé comme dans du beurre. Non, on savait que ce serait difficile. On savait que les obstacles seraient nombreux, très compliqués. Mais nous sommes armés de courage, nous sommes armés de patience et surtout de méthodologie pour pouvoir les surmonter les uns après les autres. Nous avons la confiance d'un nombre important de militants dans notre pays. Nous ne pouvons pas les décevoir. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les conduire là où ils souhaitent aller. C'est-à-dire finir avec cette gouvernance qu'on observe, qui a déçu tous les espoirs qu'on a portés en elle. Est-ce que Sébastien Germain Adiavon est aujourd'hui en mesure de s'effacer au profit donc d'autres candidats de l'opposition en cas où ces obstacles arrivaient à l'emporter, l'empêcher, j'allais dire, donc de
de se présenter à ces différentes élections? Le temps politique est assez concret. Il ne faut pas faire trop de dessins par avant. Mais c'est de la réalité. C'est de la réalité. Aucune question ne sera éludée en fait. Quand je vous réponds comme ça, c'est pour vous dire qu'aucune question ne sera éludée. Mais la méthodologie, c'est de se poser les questions les unes après les autres. Celle qui est la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai leadership avec l'opposition. Ça s'est construit, vous allez le voir. Et je vous dis, bien avant la mouvance, nous sommes en mesure de vous dire que nous allons aux législatives avec un bloc ou deux maximum. Nous sommes déjà calés sur cela. Cela ne va pas varier. Notez-le quelque part, vous verrez très bientôt. De l'autre côté, observez ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Pour ce qui concerne l'opposition, voilà l'actualité, voilà l'urgence, voilà la question la plus urgente à régler et qui est déjà en passe d'être réglée et qui va être déroulée sur le terrain. Les législatives dans 6 mois, nous n'avons plus le temps de penser à dans 2 ans. Cela rentre dans une stratégie globale, mais une étape avant l'autre. Je vous repose la question. Est-ce qu'on peut vivre la présidentielle à venir, celle de 2021, avec l'USL sans son leader, Sébastien Germain Adjavon? L'USL est désormais une famille politique. Si ce n'est pas Sébastien Adjavon, personne ne détient la minute qui vient après. C'est cela notre philosophie. Personne ne détient la minute qui vient après. Nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Vous n'avez pas fini la phrase, si ce n'est pas Sébastien Adjavon, ça peut être quelqu'un d'autre à l'USL. Ça peut être quelqu'un d'autre à l'USL. Ça peut être quelqu'un d'autre en dehors aussi. Ça peut être quelqu'un d'autre, tout court, pour répondre de façon globale à votre question. Parce que nous ne détenons pas la minute qui vient après. Nous ne savons pas de quoi demain est fait, mais nous nous construisions pour que, face à la gouvernance qui est en place, il y ait un répondant, quelle que soit la personne ou la personnalité qui portera cette réponse. Alors, Gérardo Gomez, cette émission se fait également avec les auditeurs. Nous allons à présent leur laisser donc l'antenne. Ils peuvent nous appeler au 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Le tout premier auditeur est en ligne. Bonjour. Bonjour, Virgile. Jean Couton. Oui. Gérardo Gomez, salut. Bonjour, monsieur. Je salue le technicien, oui. Je m'appelle Jean Couton. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous venez de nous dire. Mais, monsieur Giraldo, chaque mouvement d'un parti qui n'est pas assez fort pour vaincre ne fait que appeler sa perte, me fait lire Adolphe Thiès. Quelles sont les mesures que l'USL compte prendre pour être la première formation politique qui fera élire le premier président de la République issu d'un parti politique dans le fauteuil de la Marina pour rompre avec cette tradition que nous vivons depuis l'avènement de notre processus démocratique, vu surtout les hostilités auxquelles vous êtes appelés à faire face. Et même avant, bien avant même la naissance de votre parti politique le 25 mars dernier. Deuxième élément, Madame Maryse Ahangazo Glele, coordonnatrice nationale de Wanep Bénin, relève dans une interview accordée à l'hebdomadaire La Croix du Bénin que le nouveau code électoral est un détournement du suffrage organisé par la loi. J'espère que vous travaillez suffisamment sur le terrain pour mettre vos militants à l'abri d'un tel hold-up éventuel qui s'inscrit dans une telle démarche. Pour finir, dans le contexte actuel de notre processus démocratique basé sur le multipartisme intégral, une loi peut-elle obliger les grands regroupements auxquels nous sommes confrontés, enfin nous demande, nous exige la loi? Je vous remercie encore une fois. Bonne journée. Merci. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Monsieur, bonjour. 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 Eugène et Wagnon. Je salue votre invité, Virgile. Je vous remercie pour nous avoir fait sortir du trou l'USL. Monsieur l'invité, au Togo, nous avons connu le refus de voir le Togo être détruit avec Tikri à Chabdam. Au Bénin, l'initiative de Niki vient de naître pour le refus de voir la démocratie être bafouée. Dites-moi, que fait l'USL réellement? Deuxième question.
avec les bips que subit le président Germain Adjaman, pensez-vous réellement que vous pouvez réussir vos actions quand on sait que toute échéance, c'est de l'argent. Or, il se fait que les cerveaux ont bien mis en bas leur cerveau pour tout serrer. Comment allez-vous en sortir? Je vous souhaite du courage. Merci. Sortez régulièrement et non restez dans les trous. Bonne soirée. Merci. Eugène. Et voyons, troisième auditeur. Bonjour. Votre nom? Clément Sekondi, on m'appelle, de l'arrondissement central de Semekoye. Je remercie votre invité. Merci. Voilà. Et on parle d'une caution. Voilà que vos comptes sont bloqués. Comment vous pouvez retrouver la caution, là, les 250 millions, là, ou 249 millions? Ce n'est pas pour vous empêcher d'aller aux élections. Deuxième question. Il y a les militants sur le terrain qui se plaignent. On ne vous voit pas sur le terrain. Mais c'est à la veille que vous allez sortir. En tout cas, voilà mon opinion de la journée. Je vous remercie. Merci. Merci. Quatrième auditeur à présent. Bonjour. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Votre nom? Bonjour, monsieur Virgile. Bonjour. J'avais à l'appareil monsieur Kounou Sébastien. Allez-y, monsieur. Oui. Ma question est celle-ci. Je demande à votre invité pourquoi ce long silence du USL. Car on a dit que les partis politiques doivent animer la vie publique. Alors, je veux qu'il me donne un peu l'explication de ce silence. Secondo, pourquoi tout le monde s'acharne contre Adjaman et que eux-mêmes ne bougent pas de l'État pour pouvoir démontrer en communiquant mieux encore sur Adjaman, parce que Adjaman a trait à l'USL et les gens comparent l'USL à Adjaman. Pourquoi eux ne sortent pas pour démontrer la différence des affaires d'Adjaman et à l'USL? Il faudrait qu'il soit leur président d'honneur. Tertio. Pourquoi les représentants départementaux qui sont dans les arrondissements et autres ne bougent pas aussi pour mobiliser leurs militants? Je m'arrête là pour ces trois questions. Merci. Merci. Bon dimanche. Cinquième auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vigilant Français. Oui. Sébastien Nyorossou, je m'appelle. Je salue votre invité et je loue leur courage. Ils n'ont qu'à continuer de la sorte. Merci. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui est que l'USL est fermé. On cherche à le voir, les militants cherchent à le voir, on ne peut pas les rencontrer. Les sièges n'est pas public, n'est pas ouvert au public. C'est des contrôles, je ne sais pas. C'est parce qu'ils ont tellement peur du pouvoir qu'ils ont fermé les portes. Personne ne peut pas accéder à les portes. Alors que pour être politique, il faut que la porte soit ouverte et accessible à tout le monde. Mais j'ai confiance à votre premier délégué, je crois. Et M. Arros, si vous pouvez lui faire confiance, je crois qu'il va faire l'affaire. Mais ouvrez vos portes. Deuxième question, est-ce que l'USL a déjà eu son truc là? Comment vous avez fait récépissé du parti politique? Parce que ça ne se donne pas aux gens qui critiquent le pouvoir. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Et troisième question pour finir, est-ce qu'avec tout ce qu'on fait pour votre président d'honneur, société fermée, et radio clocher, et télévision fermée, parc, tout est fermé, est-ce qu'il a toujours le courage de continuer à aider la pauvre population qu'il a l'habitude d'aider dans nos coins, dans nos coins? Est-ce qu'il a toujours le courage de continuer à le faire? Portez-lui mes encouragements. Je vous remercie. C'est zéro auditeur. C'est passé, Yoros.
Oui, sixième auditeur, bonjour. Oui, allô? Votre nom? Oui, depuis Canada. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Et monsieur Amidou André. D'accord. Vos questions? Je salue votre invité. Bonjour. J'ai une seule question à lui poser. Et nous, les militants de l'USL, là, nous voulons savoir si l'USL est régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur. Voilà ma question. Oui, pourtant il a déjà répondu à cette question. Hein. Il va vous revenir là-dessus. Septième auditeur, bonjour. D'accord. Septième auditeur. Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour. Monsieur Vigile, bonjour. Bonjour. Bonjour l'invité. Bonjour. Christian Padono, je vous appelle depuis Porto Novo. Ma première question. Monsieur l'invité, à voir la gestion de notre cher président Patrice Talon, opérateur économique, ça ne vaut pas mieux que les opérateurs économiques rangent leur histoire de la politique dans un placard. Deuxième question. Vous n'avez pas encore eu le récépissé n'est pas signé jusque-là. Si demain, avec la force de le BMP, on vous dit que toutes les parties qui n'ont pas eu de récépissé, même si vous avez votre pied sur le caillou, ne pourront pas aller dans ne pourront pas faire alliance avec d'autres partis qui sont récépissés. Quel sera le sort de ceux qui vous aiment, que ceux qui attendent de débuter de vous? Troisième question. Voilà, nous constatons, nous qui avions l'habitude de se balader dans la ville, a vu la constitution des cellules de base qui a été constituée anormale et qui n'est pas bien. Vous basez encore sur certaines constitutions des cellules de base, par exemple, ce qui se fait à Saint-Pouilly, à Diara, à Franco, et dans une portion de Porto Novo. Si vous comptez sur ça, je ne dirais pas que vous allez tomber dans l'eau. Prenez la force, si ça va aller. Christian Kwadonou, vous reprochez quoi à ces cellules, comme vous dites? Ah oui, cette cellule est constituée par une personne qui est dans sa chambre et il prend une feuille, il écrit les noms, il fait la saisie, il envoie ça. Je sais de quoi je parle. Si vous vous rapprochez de moi, je vous le dirai plus. Bon dimanche à vous. Huitième auditeur, bonjour. Bonjour. Georges Bonon qui œuvre pour qu'on ait le huitième auditeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vigile. Bonjour, monsieur. Toussaint Wane Edou. Allez-y, monsieur Wane Edou. Cher invité, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai deux questions pour vous ce matin. La première, si l'on compare la gestion de ce pays actuel par rapport à la gestion des régimes passés, ne pensez-vous pas que le régime actuel gère le Bénin mieux plus que les autres régimes? Deuxième question. Tout à l'heure, vous parlez de la non-signature par le ministre de l'Intérieur. Et je voudrais savoir si l'objectif de votre sortie est de mettre pression sur le ministre par rapport sur les antennes pour la signature de cet acte que vous voulez. Excellent jeu de travail à vous. Merci. Nous prenons le 9e auditeur. Bonjour. Alors, je suis là. Oui, vous êtes en direct, votre nom. D'accord. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, mais allez à vos questions, votre nom d'abord. Ah, c'est que je vais directement avec vous. Oui, vous êtes en direct. Bon, ce que moi je vais dire. Votre nom d'abord. Ah bon, nous, il y a votre nom d'abord. On m'appelle Dabo Zunkou Barknabe. Depuis Doké. D'accord. Oui.
ce que je veux nous durant notre fin de été ho win mais ho millet tout pitana millet donc nous slip nous venez nous secret mais ma doit ha nyon ni ato ki khone bi wan lo na yiklopo ou asu makarona khona oui nous ne là et de soutien de voco de slip pour kabia tout soigner Monsieur Dabozonko, vous appelez sur les FM hein? Oui, je sais. Ok, allez rapidement au sujet. Venez, mettez-nous. Oui, nous venons les slip où il y a un ben où il y a mais moi croyons nous bani croyons nous mais là on brille pour les mille signé perdre des milliers mon ando de hola bonnie mais tout ça nous nous gagne les grands dominants c'est bien sous minaï nous tout fini. Merci beaucoup sur les FM. Bon, j'espère que l'invité vous a compris. Deuxième auditeur. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô? Bonjour, votre nom? C'est monsieur Alapine Magloire. Oui, allez-y, monsieur Alapine. Ok. Bonjour, monsieur Gomez Giraldo. Bonjour, monsieur Alapine. Allô? Oui, bonjour, monsieur Alapine. Bonjour, ok. Vraiment, j'ai honte d'être béninois. D'après tout ce que j'ai entendu sur cette émission ce matin, j'ai honte d'être béninois, je dis bien. J'ai honte. Si, je dis, si à Gabon, Sébastien Gabon connaissait bien Talon, il ne va jamais lui donner sa voix, jamais. Mais Dieu est grand. Il y a un Dieu. Dieu est grand. J'ai fini. Et bonne journée à vous. 11e auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur Vigile. Bonjour. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Mendes Serge. Je vous appelle depuis Bakolé Bassad dans la commune d'Avranco. Bon, monsieur l'invité. J'ai une question en plusieurs, c'est pour dire, est-ce que vous faites partie des premiers ayant conseillé au président Adjavon de faire la politique, ou si, en tout cas, ou si vous étiez le premier, l'auriez-vous vraiment fait? Et encore pour, disons la même question, est-ce que actuellement là où vous êtes là, vous voyez que le président Adjabon a bien fait de rentrer en politique? Je crois qu'il est vrai que ça, c'est déjà fait. Moi, je prends ça comme l'irréparable fait, mais moi, je ne vois pas ça de la bonne manière. Bon, une deuxième question alors, rapidement là. Je crois que les autres ont déjà posé les autres questions. Pensez-vous que le Bénin pourra être géré d'une autre manière et évoluer parce que, c'est-à-dire, nous prenons l'exemple souvent d'autres pays qui n'ont pas connu vraiment une démocratie comme la nôtre, mais qui ont eu une évolution que nous envions aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra gérer le Bénin de façon aussi démocratique comme nous le faisons toujours et avoir l'évolution ou bien la prospérité que nous voulons vraiment au Bénin? Merci et à tout à l'heure. Merci. 12e auditeur. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, votre nom. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, vous avez Gildas Kégien Nongo à l'appareil. Je salue M. Wari. Et moi, ma préoccupation rejoint un peu celle de Christian Pardon. Votre invité vient de dire tout à l'heure que c'est vrai qu'ils sont vraiment absents sur les médias, mais ils travaillent sur le terrain. Moi, je vous dis que ça peut être vrai, ben, de mon côté, ce serait un peu faux. Tel que l'autre avait dit, il y a un truc là, un auditeur qui vient de le dire. On cherche à vous joindre et on n'arrive jamais à vous joindre. Au moment où d'autres, vous faites le coup et on n'a pas la volonté de rester avec eux. Et dans le même temps, on vous fait coup de venir au moins pour écouter. On a compris votre préoccupation. Nous allons prendre... maintenant, si vous allez vraiment, je m'avais le dit, s'ils vont vraiment compter sur ceux qu'ils ont déjà mis à la tête de leur télé de base, là, ça ne marchera pas. D'accord. Je m'arrête là. Merci. Nous allons prendre le 13e et tout dernier auditeur. Bonjour. Oui. Éminent journaliste, bonjour. Bonjour. Dame Bléton Malenou. De Bekon Sapata, dans Mewan, Porto Novo. Allez-y. Excellence, bonjour.
Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Mais vous avez mis trop du temps pour informer le peuple. Ce n'est pas bien. Puisque nous sommes à quelque part seulement des élections. Et nous avons besoin d'être informés. Puisque ça ne va pas du tout. Et nous n'avons plus le choix jusqu'à 2011. 2021, pardon. Donc descendez dans les péponts pour donner la paix du cœur à ce peuple qui ne sait plus à quelqu'un se vouer aujourd'hui. Puisque ça fait pitié. Il n'y a plus le sang dans nos veines. Ils ont tout vidé en votant des lois greffées, des lois par la table. Que Dieu nous garde. Vous êtes une personnalité morale. Alors, nous allons revenir dans ce studio et donner réponse à ces différentes préoccupations. Mais une question qui est souvent revenue, c'est où l'adresse de l'USL? On ne la voit pas à l'Union sociale sur le terrain. Non, effectivement, à la constitution du parti, l'adresse du siège du parti est à Cotonou, à Ibatin. C'est vrai que beaucoup de militants ne passent pas encore par ce siège-là, mais ça répond essentiellement au fait à la structuration que nous avons voulu donner au parti. C'est pareil à Cotonou, le siège national, c'est pareil également dans les départements, dans les communes, dans les arrondissements. Oui. Vous avez bien compris ces questions? Je suis d'accord, on n'a pas encore des représentations partout. C'est en train d'évoluer, je ne donne que la présence. On est à quelques mois des élections. Oui, on est à quelques mois des élections, mais nous avons beaucoup misé sur ce que nous sommes en train de mettre en place. Ça me permet de répondre à la question de beaucoup de nos auditeurs qui disaient que je parlais des cellules de base, mais attention, la qualité des cellules de base, il faudrait qu'on revoie ça. C'est pour cela que nous prenons le temps d'être à la base pour vérifier ce qui se passe et d'être moins présents dans les médias, mais nous avons suffisamment de monde pour faire les deux. Je prends toutes ces interventions-là. Partout à la fois. Oui, vous n'avez plus le temps de. Tout le monde a besoin de l'information. Oui, tout le monde a besoin de l'information exacte. Donc nous allons pouvoir être partout. Je prends toutes ces interventions, toutes ces réflexions-là comme des contributions pour pouvoir améliorer le fonctionnement du parti, être présent à la base et nous assurer que ce qui se fait à la base est correct, comme l'ont dit la plupart des intervenants, mais aussi informer sur le plan national de ce que nous sommes en train de faire. Nous avons aujourd'hui suffisamment de ressources au sein du parti pour occuper les deux terrains. Nous avions choisi la base de façon stratégique pour évoluer, c'est fait. Nous allons rectifier, améliorer au fur et à mesure que nous avançons avec nos militants à la base. Nous resterons ouverts, disponibles. Je peux donner un numéro de téléphone auquel il y a un secrétariat administratif qui peut être joint au niveau du parti. Je vous le laisse au cas où les militants veulent nous contacter, mais ce sera fait. Nous sommes ouverts. C'est sûr que nous ne sommes pas tout le temps disponibles pour recevoir tous ceux qui nous sollicitent, mais c'est pour cela que le parti a pris des responsables à la base, qui ont même été élus par les assemblées de nos militants à la base. Donc ce ne sont pas des responsables désignés depuis le bureau national, un bureau national qui est un bureau de 15 membres. Nous n'avons pas pour ambition de couvrir toutes les activités du parti parce que nous avons souhaité que nos militants à la base se choisissent eux-mêmes leurs responsables, ce qui a été fait dans chaque cellule. Donc quand on dit par endroit, c'est vrai que des listes ont été confectionnées de façon artificielle, nous avons pu les détecter, mais partout, ce sont les militants eux-mêmes qui, sous forme d'AG, ont élu leurs membres. Les militants qui ont de ces genres de reproches, ces genres d'observations, et ils vont vers qui? Ils vont à quelle adresse? Ils ont en fait à la tête de chaque cellule 9 responsables dont ils ont les contacts. Mais s'ils contestent, il y a ces responsables. Ils ne peuvent pas s'adresser. Non, en fait, ce que j'ai lu à travers les remarques que les auditeurs faisaient, c'est qu'ils n'ont pas forcément les contacts et qu'ils veulent avoir des responsables. Il y en a qui contestent aussi ces responsables. C'est vrai, ça arrive. On a des retours, mais ce sont des choses que nous sommes en train de régler pour savoir comment est-ce que les élections ont été faites, qui était à ces élections. Bon, dans bon nombre des cas, ça a été réglé assez rapidement. C'est simplement parce que ceux qui ont fait le travail ne se sont pas retrouvés au niveau des instances. On a réussi à les remettre dans leurs droits pour que tout puisse aller de l'avant. Mais ce sont des choses qu'on doit continuer de régler, de corriger. Ce n'est pas que les législatives qui sont le seul objectif. Au-delà des législatives, le parti continuera d'exister et on va continuer à améliorer les choses. Concernant le parti, la question sur le récépissé est revenue plus d'une fois. J'y avais déjà répondu. Nous n'avons pas à date le récépissé, mais nous remplissons toutes les conditions pour l'avoir.
Et cette invitation que vous m'avez faite aujourd'hui n'est pas demandée pour pouvoir mettre la pression au ministre, comme le demandait l'un des internautes. Ouais. Ce n'était pas pour ça. C'était pour parler du code électoral et autres, et parlant du récépissé. J'en ai profité pour dire exactement où nous en sommes, pour que tous nos auditeurs puissent être informés. Monsieur Jean Cotton demandait quelles sont les mesures que nous prenons pour être la première formation à donner un président, le premier parti politique à donner un président, puisque de façon historique, on s'est rendu compte qu'aucune formation politique n'a donné un président au Bénin. Mais écoutez, avec la réforme qui est en cours, qui n'oblige pas non plus à ce qu'un candidat à la présidentielle soit issu forcément d'un parti politique, nous avons pris le pari de structurer un parti, de constituer cette base et d'avoir une base suffisamment large pour pouvoir porter celui qui sera désigné comme candidat jusqu'à la Marina. Donc c'est l'organisation, c'est la méthodologie, c'est l'ouverture au plus grand nombre. C'est un des reproches qui est revenu, c'est l'ouverture au plus grand nombre qui nous amènera à réaliser cet objectif-là, conformément à la question que posait M. Cotton. Il demandait aussi quelles sont les dispositions qu'on prend pour éviter que ce nouveau code qui veut préparer un détournement du suffrage à la base, comme l'a évoqué la responsable de Wannet Bénin, nous comptons sur notre organisation pour le faire. Et c'est pour ça que nous prenons le temps, on ne ménage aucun effort pour vérifier que ce que nous sommes en train de mettre en place sur le terrain correspond réellement à ce que nous souhaitons pour pouvoir éviter justement ce hold-up électoral qui pourrait être envisagé. Monsieur Ewaignon parle de comparaison entre Tidi Atadam au Togo, l'initiative de Niki. Quelle est notre position par rapport à cela? Nous prenons l'initiative de Niki comme un bon réveil de la jeunesse. Ah ouais? La jeunesse s'est prononcée. L'Union sociale libérale, on l'a dit, on le rappelle, nous défendons les libertés individuelles et collectives. Que ce soit dans l'entreprise comme dans les droits individuels et autres, nous défendons les libertés. Donc quelqu'un qui prend la liberté de dire « je pense que mon pays fonctionne bien, je pense que mon pays fonctionne mal », il n'y a pas de délit de pensée. Tant que la personne reste, tant que ce citoyen-là reste dans le cadre légal, on ne peut pas faire la chasse au citoyen parce qu'il a dit ce qu'il pense d'une gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas trouver à redire sur la forme et surtout quand ça finit par un repli ethnique? Un repli ethnique, ça a été des lectures qui ont amené à ça. Moi, personnellement, ayant écouté et ayant relu, je ne lis pas de repli ethnique. Je vois une expression qui est née dans un environnement géographique, qui porte la trame, la couleur de cet environnement géographique, mais qui appelle toute la jeunesse. Du Bénin. Donc il ne faudrait pas que pour désavouer cet appel de Niki, on lui attribue un relent ethnique ou ethnologique ou régionaliste ou ainsi de suite. Non, c'est un appel à la jeunesse. C'est un réveil de la jeunesse. Nous le prenons comme tel. Tant que chaque citoyen reste dans le cadre légal, nous ne pouvons pas lui interdire de dire ce qu'il pense. Compte bloqué, difficulté à payer les cautions. Oui, compte bloqué, effectivement, ça limite dans les actions. Mais nous, encore une fois, nous avançons sereinement. Nous savons que nous avons désormais la responsabilité d'amener nos militants, et au-delà des militants, bon nombre de Béninois qui ont cet espoir de faire changer les choses, que nous trouverons les moyens d'y arriver avec tous ceux qui seront avec nous, puisque c'est une formation politique désormais, qui a plusieurs personnalités au sein de cette formation. Nous nous mettrons tous ensemble pour trouver les moyens qui correspondent à la loi pour aller à ces différentes élections-là. Ensuite, ça c'était M. Setondi, c'était sa première question. C'est revenu, on ne nous voit pas sur le terrain, on y a répondu déjà. Monsieur Kwenou Sébastien, pourquoi ce long silence? J'ai aussi répondu en partie à cela, parce que nous prenons le temps d'être à la base au plus près des militants. Et pourquoi on s'acharne contre le président Adjavon aujourd'hui sans que l'USL bouge? Encore une fois, on a dit, nous ne faisons pas de mélange de genres. Tout ce qui concerne notre président d'honneur, nous réagissons de façon systématique. Mais je perçois à travers cette question, que ça n'arrive pas toujours aux oreilles de tout le monde,
Ce sont des efforts qui vont être faits pour que la communication soit plus efficace en utilisant nos canaux habituels et en essayant de chercher à ce que les médias nationaux nous aident un peu plus à relayer ce genre d'informations. Monsieur Yonkhosou. Toujours Sébastien Renou. Les représentants de l'USL dans les arrondissements ne bougent pas. Oui. Donc ça fait partie pour moi de silence. Oui, ça participe à la question sur le silence et donc une invitation qui nous est lancée à mieux faire fonctionner le parti pour que les instances à la base bougent réellement. Et si vous me permettez, c'est de dire aussi, parce qu'ils sont à la base, les responsables sont à la base avec ces militants qui nous interpellent, ça veut dire qu'ils ne sont pas vus, qu'ils ne sont pas entendus par leurs propres membres de cellules. Il faudrait que cette proximité se marque davantage. Peut-être l'autre volet de la question, l'USL est fermé. L'USL est fermé, l'USL n'est pas fermé en réalité. Nous sommes très ouverts puisque l'un des reproches qu'on a effectivement sur le terrain, c'est d'ouvrir les portes trop vite. Beaucoup de nos militants, ceux qui étaient déjà les fidèles depuis 2016, sont quelquefois bousculés par le fait que nous ouvrons les portes à ceux qui avaient fait d'autres candidats en 2016. Cela les déstabilise. Donc c'est la réalité de ce que nous faisons sur le terrain. Pourtant, il faut composer avec les deux. En réalité, il faut composer avec les deux. Ce que je peux comprendre de la question qui porte à dire que l'USL est fermé, c'est la disponibilité des responsables au niveau national à pouvoir recevoir les militants. Mais encore une fois, c'est un bureau national de 15 membres parce que nous avons remis la responsabilité effective à la base, au niveau des arrondissements et au niveau des quartiers. Et c'est là où les rencontres doivent se faire effectivement. Le bureau national ne viendra que pour conforter, pour accompagner ce qui se fait à la base. Alors, est-ce que l'USL est réellement enregistré? Monsieur Adjoubé posait la question. Monsieur Padonou, je pense que ça c'est une question sur laquelle il faudrait s'appesantir un peu plus. Au regard de la gestion du président actuel, est-ce qu'il ne faudrait pas que les opérateurs économiques se rangent au placard? J'ai deux éléments à apporter à cette question. Le premier élément, je pense que ce n'est pas parce que le président actuel est un opérateur économique qu'il agit comme on est en train de décrire. C'est parce qu'il est lui-même. S'il avait été avocat, s'il avait été enseignant, pour taquiner un peu, je dis parfois même s'il avait même été prêtre ou religieux, il aurait agi de la même façon parce que c'est sa nature. Ce n'est pas parce qu'il est un opérateur économique qu'il fait ce qu'il fait. On fait ce qu'on fait parce qu'on est ce qu'on est. Mais on parle de conflit d'intérêts. Un prêtre n'aurait pas autant de conflits d'intérêts. Non, ça c'est un exemple pour vous dire que c'est la nature même de chacun qui le pousse à ces actes. Ce n'est pas la profession que j'embrasse qui me dicte mon comportement même. Mon comportement dépend de ma nature. Est-ce que ce dont parlent les gens, ce n'est justement pas ce conflit d'intérêts? Il y a des conflits d'intérêts qui viennent du fait que le président actuel a des marchés avec l'État. Le président Adjavon n'a jamais fait de marché d'État. Il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts. Ça me rappelle cette phrase-là du président André Ngwedi qui parle donc des conteneurs de l'opérateur économique, chef d'État. Est-ce que les douaniers auraient le cran de bien contrôler? Quand il parlait de conteneurs, ce n'est pas que le président Adjavon qui faisait des conteneurs dans ce pays. Oui, même de l'autre côté, celui qui est devenu président de la République, il en faisait aussi. Oui. Mais le problème est là que un président de la République qui était dans le privé, il y a moins de risques, quasiment zéro risque, à ce qu'il y ait un conflit d'intérêts. Puisque les contrats, là où il y a conflit d'intérêts, c'est de décider et de profiter de la décision immédiatement dans son propre business. Vous nuancez, ce n'est pas le même type d'opérateur économique. Ce n'est pas le même type de personnalité, parce qu'il faut revenir là-dessus, il faut insister là-dessus. Et là-dessus, l'USL avait, dans les jours à venir, nous allons faire des propositions assez concrètes pour que la question que pose M. Padonou ou M. Serge, pour savoir si on pourra bénéficier d'un développement radieux, tout dépend de la gouvernance qu'on met en place. Et cette gouvernance, l'USL est prête à l'accompagner, même à travers un projet de révision de constitution. Malheureusement. Qui pourra rassembler une plus grande majorité. On est à la fin de cette émission, Gérardo Gomez. Juste le dernier mot alors. Donc, le dernier mot, c'est qu'effectivement, nous allons dans les jours à venir faire une proposition de révision de constitution pour demander aux députés du BMP qui veulent lutter contre la corruption, qui veulent lutter contre l'impunité, à faire les aménagements qu'il faut
pour tout ce qui concerne la justice. Après la prochaine législative? Peut-être même avant. Avant. Pour que la justice soit indépendante d'abord et qu'ensuite on enlève à tous cette question d'immunité. Que tout le monde soit disponible pour la justice et qu'on puisse arrêter de parler de lutte sélective, ainsi de suite. D'abord l'indépendance de la justice à travers la Cour des comptes, à travers nos tribunaux ordinaires, ainsi de suite. Nous avons des propositions claires à faire. Si nos députés d'en face du bloc de la majorité présidentielle sont prêts à accompagner, ce sera fait sans référendum. Merci à vous, Géraldo Gomez. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'USL, l'Union sociale libérale. Eh bien, Edgar Yankadia et Georges Pono ont assuré la réalisation technique de cette émission. Notre numéro de Sans langue de bois, c'est dimanche prochain.